Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'On Jase là, l'émission où on parle d'un nouveau sujet à chaque semaine. Marc-André au micro et comme d'habitude, je suis entouré de mes deux préférés. Dites-le pas à Clarence, là, il saura pas, il est loin. Samuel. Allô. Rosemary. Hello. Et cette semaine, on reçoit à nouveau Sarah Bérubé. Salut tout le monde! Qui vient faire une nouvelle chronique. On t'a tellement aimé la première fois, t'as bien fait ça. Donc, t'es notre première qui revient à une deuxième reprise quand même. Donc, félicitations pour cet honneur. J'allais dire encore, moi, vous allez être tannés à la fin. Ben ouais, mais c'est pour ça qu'on essaie de les espacer au moins de plusieurs mois, pas qu'on s'écœure trop. Une première, deuxième fois. Exactement, Sam. Et cette semaine, tu viens nous parler de la nouvelle économie, en fait. Exactement, vous allez en savoir plus un peu plus tard. Suspense. Ouh, on regarde ça suspensieux. On est dans les jeux de mots. Enfin, bref, pour nous aider à mieux faire cet épisode, Rosemary, qu'est-ce qu'on boit cette À faire des semaine? meilleurs jeux de mots. À faire des excellents jeux de mots de qualité. Vous aider ou vous nuire, je ne sais Tout, pas encore. Moi, j'appelle ça de l'aide, mais j'ai peut-être un problème aussi. Non, c'est beau, je te Ça fais s'appelle confiance. l'alcoolisme. Je l'aurais pas dit de même. mais- Donc aujourd'hui, je vous présente la McFly de la microbrasserie La Chouette de Saint-Félicien. On reste dans le thème. La semaine passée, je vous ai présenté une bière de Saint-Gédéon. Donc, je restais dans le thème du lac Saint-Jean. Donc, c'est une Scotch Ale à 8% d'alcool. Ça faisait longtemps que je n'avais pas présenté une bière un peu plus forte, mais bon, c'est le temps frais qui revient en l'hiver qui est déjà presque à nos portes, hein, c'est ça, le Québec. Donc, j'ai décidé de vous présenter, c'est ça, une bière peut-être un petit peu plus costaude que les dernières que je vous ai présentées. Donc, c'est une bière à la robe caramel et rougeâtre, qui est un peu trouble, moins trouble que la plupart des Scotch Ale, mais bon, c'est une Scotch Ale quand même, donc ça reste une bière légèrement trouble, qui possède un petit collet de mousse qui s'étombe quand même assez rapidement. Donc au nez, on a vraiment des notes de caramel et de beurre qui sont vraiment très présentes, de toffee en fait, je pourrais dire. On a également des notes de céréales qui viennent au nez. Donc, en bouche, encore là, c'est le caramel et le toffee particulièrement, qui est équilibré par des notes un peu plus boisées, terreuses, puis de grains grillés, je dirais. C'est une bière qui est pas trop sucrée. Elle peut faire peur un peu quand on la sent, là, sur le coup, avec les odeurs de caramel, mais finalement, vraiment pas trop sucrée. Donc, en conclusion, c'est une Scotch Ale que je qualifierais de plutôt classique, mais qui est très bien équilibrée. Je la trouve moins lourde puis moins onctueuse que la plupart des Scotch Ale, ce qui la différencie un peu. Mais outre ça, elle rentre quand même dans le cadre là, du type de bière. Donc moi, je trouvais que c'est une bière parfaite pour la saison froide, en gros. Effectivement, mes collègues ici riaient de moi tantôt, mais hors d'onde, je l'ai décrit comme étant très liquide, par manque de mots pour dire justement qu'elle n'était pas très Moins onctueuse onctueuse, pour une Scotch Ale. J'avais pas relevé le toffee, mais maintenant que tu en parles, Ouais. effectivement, puis donc une bière d'Halloween avec les bonbons. Ben oui, pourquoi pas? Moi, je trouve que ça fait bien. Mais chapeau, la chouette. Chapeau la chouette avec leur bière McFly. Merci beaucoup, Rosemary. Ça fait plaisir. Et maintenant, Sarah, donc, dans le cadre de notre travail, les deux, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la nouvelle économie. On pense à l'automatisation, à l'intelligence artificielle, ce qui est, comme vous le savez, est un de mes sujets d'adage. J'essaie d'en parler pas mal souvent ici. Mais ça fait le fun, justement, qu'on est un peu plus dans le détail sur vers où vraiment on s'en va. C'est qu'est-ce qu'on voit déjà aussi qui commence et tout ça. Donc, les prochaines grandes tendances. Mais en fait, c'est vrai, Marc-André, que dans notre travail, on en a souvent, on y a beaucoup touché, mais c'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'actualité en général. Ouais. On entend beaucoup parler des impacts d'automatisation, de l'arrivée de l'intelligence artificielle, puis de l'impact que ça peut avoir sur le marché du travail. Puis on entend beaucoup la précarité de l'emploi, qui est un enjeu qui est central, du moins au gouvernement fédéral. Il y a beaucoup de ministères qui s'attardent sur cette question. Ils essaient vraiment d'anticiper comment est-ce qu'on peut avoir cette transition-là qui va arriver sur le marché de l'emploi, justement avec l'automatisation et l'intelligence artificielle. Et en fait, on entend moins parler d'une autre tendance, en fait, qui vient avec la nouvelle économie et qui est celle de l'éclosion de commerce de proximité, la popularité du fait main, la sensibilité à l'achat local. Puis je sais pas si vous l'avez noté, du moins à Montréal, mais c'est justement cette éclosion-là de petits commerces, comme admettons des boulangeries, des cafés de quartier, juste des bières de microbrasserie, justement. Effectivement. Donc, puis en fait, c'est très présent à Montréal, c'est très présent aussi à Toronto, Québec, Ottawa aussi.
Donc, dans les milieux urbains, il y a vraiment, en fait, un retour vers, en fait, l'achat local et le fait main. Et il y a un certain paradoxe, en fait, quand on y pense avec ces deux courants-là. Quand on pense à la nouvelle technologie, aux nouvelles technologies, en fait, on pense à la connectivité, on pense à l'accélération des interactions entre les personnes, ça facilite les interactions, mais ça vient aussi renforcer la dynamique derrière la mondialisation, ça crée des géants technologiques, mais en fait, aussi, il y a un souci d'efficacité, sans nécessairement diminuer la consommation, donc de vraiment essayer d'utiliser d'une meilleure façon nos ressources, sans nécessairement diminuer justement notre demande, mais avec le retour au local, on essaie plus de ralentir, de s'assurer de la qualité du produit, on essaie de moins consommer, donc je trouvais qu'il y avait un certain paradoxe de ce côté-là. Donc, concrètement, on fait vraiment Amazon contre les artisans du coin. Ouais, contre les paniers biologiques, admettons, contre, je sais pas, le petit, la boucherie du coin qui, je veux dire, tu te présentes, tu as une vie de quartier, tu rencontres la personne qui est derrière le comptoir, elle connaît tes goûts. Alors que peut-être que sur Amazon, c'est l'intelligence artificielle qui va être capable de déceler ce que tu veux comme produit. Donc moi, je trouvais qu'il y avait un certain paradoxe de ce côté-là. Est-ce qu'entre les deux, on pourrait placer Etsy? Oui, exactement. Moi, c'était parmi la liste pas de commerce, mais de plateformes, admettons, justement, qui rend ça accessible. Puis je vais en parler un peu plus plus tard, comment est-ce que la technologie peut aider à faire la diffusion, justement, du fait même. Et oui, de ce retour-là et la popularité d'Etsy, justement. Moi, je vois plus ça comme la revanche des petits commerces sur les grands magasins de détail. Je pense spécifiquement à Walmart, qui a vraiment éclos dans les années 90 où on rassemble à peu près tout ce qu'on peut trouver. Depuis quelques années, c'est aussi des épiceries. Puis j'ai l'impression, surtout dans les milieux urbains, que c'est une espèce de revanche. Ces petits commerces-là qui ont disparu. Puis là, c'est OK, on ramène ça, on ramène cette idée-là parce que c'est pas le fun de magasiner chez Walmart. Non. C'est pas le fun d'aller dans des magasins grande surface comme ça. C'est pas pour rien qu'il y en a plein qui ferment. C'est pas pour rien que Sears a disparu du Canada, qui vont probablement bientôt disparaître des États-Unis. Target qui a pas fonctionné ici, Zellers avant, puis tout ça. C'est pas une expérience qui est agréable. Puis je pense justement qu'on va de plus en plus vers quelque chose de plus personnalisable. Donc je le vois plus comme une revanche de ça qu'une nécessité. Oui, il y a un paradoxe puis une opposition avec Amazon. Mais je pense que les deux se complètent plus que dans le temps du magasin grande surface. Ben, je pense que, tu sais, quand on pense à l'expérience de magasinage chez Walmart, il manque vraiment l'aspect personnalisé de l'expérience de magasinage, puis aussi il manque les conseils d'experts, définitivement, qu'on peut retrouver beaucoup plus dans des petits magasins. Oui, totalement. Puis, outre ça, ça m'étonne pas tant que ça éclot dans les milieux urbains, parce que dans les milieux urbains, t'as juste pas l'espace pour développer ces concepts-là puis qu'ils soient fonctionnels. Mm-hmm. En banlieue, il n'y a pas de problème. Les terrains coûtent tellement moins cher que, vu que tu vends au volume, t'as besoin d'entreposer beaucoup l'espace, alors qu'ici, c'est absolument impensable. Fait qu'on va y aller plus l'espèce de philosophie, en fait, qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie qu'on appelle le just-in-time. Tu vas avoir un espace un petit peu plus rétréci, puis tu vas produire de quoi pour un besoin particulier selon une commande. Donc, la production de masse n'a pas sa place dans ce milieu-là. Puis je pense qu'il y a l'aspect voiture aussi qui vient jouer beaucoup. Il n'y a pas tant de monde que ça en ville qui ont une voiture. Il y a beaucoup de monde, mais je veux dire, c'est beaucoup plus agréable de faire les achats qu'on a à faire à pied. Puis pour ce qui est trop gros, maintenant, de le faire livrer par Internet, ce qui est moins pratique à traîner, tandis qu'en banlieue, il n'y a pas grand monde qui habite en banlieue qui n'ont pas accès à une voiture. Tu n'as pratiquement pas le choix si tu veux faire quelque chose. Donc justement, je suis d'accord avec toi dans ce sens-là. Puis il y a aussi un certain plaisir justement à prendre le temps d'aller faire ses courses à pied, sincèrement. Puis ça recoupe un peu, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les médias sociaux, mais la vidéo virale de RAD qui est parue à la mi-août sur la décroissance, en fait. Et puis ça, c'est un courant qui est en émergence, qui est peut-être, en fait, qui va plus loin que le développement durable, parce que la décroissance, ça vient vraiment mettre le doigt sur le problème du capitalisme, qui est le fait que le système est basé sur une croissance qui est perpétuelle, dans un monde, en fait, où est-ce qu'on a des ressources finies. Puis en fait, ce concept-là est né avec le rapport Meadow en 1972. En fait, c'est un rapport qui a été écrit par des chercheurs du MIT. Puis ils ont anticipé un point de rupture, en fait, avec la finité des ressources naturelles, qui aurait été, en fait, le point de rupture anticipé en 2030. Puis ce rapport-là a été réactualisé en 2012, puis il arrive avec les mêmes conclusions.
Puis en fait, justement, la mentalité derrière la décroissance, puis la raison pour laquelle je dis qu'il va plus loin que le développement durable, c'est vraiment essayer de consommer moins, en fait, d'avoir moins de biens matériels qui sont plus durables, donc de faire moins puis de faire autrement, comme disait le journaliste dans la vidéo. Puis ça, en fait, ça passe par comme une méthode de changement un changement dans les méthodes de production, qu'on fasse des produits avec une plus longue durée de vie, donc on met fin à l'obsolescence programmée, donc des produits qui sont réparables, on met vraiment l'accent sur des achats qui sont locaux, puis le terme qu'on a utilisé, c'est en fait des produits en circuit court, donc c'est-à-dire que tu essaies de couper le transport que ça prend entre le moment où est-ce que, en fait, la place ou le lieu où est-ce que tu produis et le lieu de consommation, qu'on pense à l'agriculture ou on pense aussi à la production manufacturière. Donc, en fait, ce concept-là de décroissance, qu'on y pense, c'est vraiment un changement radical dans la société. Il y a quand même un débat qui pourrait avoir lieu autour de sa faisabilité. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Mais je voulais quand même soulever le fait que le concept de décroissance met quand même le doigt sur un courant qui est de plus en plus présent dans la société, c'est-à-dire le changement graduel dans la culture de consommation des gens, du moins au Québec. Donc vraiment, tu sais, d'aller regarder plus du côté de l'achat local, de la recherche de produits de qualité. Puis en fait, quand tu as une demande de ce genre de produit-là, il y a en fait une offre qui doit venir avec. Et c'est une bonne continuation en fait vers un livre que j'ai lu récemment et qui m'a vraiment, qui m'a fascinée. Ça s'appelle Masters of Craft, Old Jobs in the New Urban Economy. Puis ça a été écrit par Richard E. Je sais pas comment prononcer son nom de famille, mais Osejo. Donc, en fait, c'est un professeur au John Jay College Graduate Center at City University of New York. Et c'est un professeur de sociologie, en fait. Et il traite vraiment du retour des métiers ouvriers, en fait, ou une revisitation de ces métiers ouvriers-là qui, autrefois, étaient vus avec moins de considération sociale. J'ai juste le goût de revenir un petit peu à ce que tu disais sur la décroissance versus le développement durable. Puis j'ai l'impression que, tu sais, déjà là, justement, tu disais, on entend de plus en plus parler de décroissance. Je veux dire, justement, RAD a fait une vidéo là-dessus. Le Radio-Canada même, vraiment le truc principal de Radio-Canada, ils en ont parlé aux nouvelles. Ce que j'aurais pas cru possible il y a à peine un an, même pas, là, que même je suis extrêmement surpris que ça soit dans les nouvelles. Puis j'ai l'impression que qu'on va en entendre de plus en plus parler parce que ça fait plusieurs études qui sortent qui montrent que le développement durable, ça ne fonctionne pas. Que malgré les meilleurs efforts qu'on pourrait faire, on va quand même demander trop de ressources comparé à ce que la planète produit annuellement. C'est ce qu'on pensait être la solution miracle pour garder notre système capitaliste sans trop le maganer, entre guillemets, pour ceux qui trippent capitalisme et tout ça, puis qui veulent la garder quand même relativement intacte, mais on voit que finalement, ça marcherait peut-être pas, tu sais. Fait que la décroissance, je pense, va devenir une option de plus en plus envisagée et discutée. Mais c'est parce que c'est ça, essentiellement, tu mets le développement durable dans le carcan capitaliste, où est-ce que justement, il y a cette croissance-là, mais c'est qu'il ça implique une exploitation des ressources, mais ça suppose que dans les modèles économiques qu'on a, c'est du moment qu'une ressource commence à être comme éteinte ou qu'elle vaut trop cher, que là, on va se retourner vers d'autres ressources, d'autres moyens qui étaient considérés trop chers. Le recyclage, d'abord 100% des ressources qu'on utilise serait possible, mais je pense que le gros problème, c'est qu'on va continuer quand même d'exploiter les ressources à la source même parce qu'on a les technologies, on a les moyens d'aller les chercher qui sont beaucoup plus efficaces que le recyclage. Mais si on forçait ce cycle-là, on viendrait justement à limiter notre exploitation parce qu'on serait capable de récupérer potentiellement entièrement ce qu'on est capable d'aller chercher. Puis je pense que le dénominateur commun, où est-ce que vraiment on a un problème, puis là je parle vraiment du côté environnemental, c'est au niveau de la production d'énergie. Ouais. Puis encore une fois, c'est parce que les moyens de produire de l'énergie présentement sont beaucoup moins coûteux encore avec des moyens polluants ou qui génèrent des déchets. Le Switch a fait quand même pas mal en termes d'énergie solaire. Le coût pour la production des panneaux est rendu extrêmement bas. C'est exponentiel en fait, la courbe de baisse de coût. Fait que c'est moins vrai que ça l'était. Puis, ben là, je vais être négatif puis un peu plate, mais ce que les études montraient, c'est que même dans les cas les plus optimistes pour ce qui est justement de la transition énergétique ou du recyclage des matériaux puis tout ça, même là, la planète fournissait pas, malgré ça.
Fait que j'aurais eu tendance à être d'accord avec toi dernièrement, mais disons que les dernières études que j'ai vues sur le sujet me portent être plus négatif là-dessus. Fait que même au niveau énergétique, on voit encore le paradoxe justement avec l'arrivée des technologies, tu essaies d'être plus efficace justement avec l'énergie solaire, alors que si on pense en matière de décroissance, il faudrait peut-être plus penser à la diminution de la consommation énergétique. Donc, je trouve que ce paradoxe-là, en fait, est pas mal présent dans la plupart des secteurs de l'économie. Ouais, totalement. Fait que je suis complètement d'accord avec toi, comme quoi c'est un concept qui va être... La décroissance va prendre de plus en plus de place dans le débat de la société. Juste en fin de semaine, je crois qu'à Montréal, il y a un festival sur la décroissance. Donc, je pense que c'est là pour rester. Puis il y a un aspect de la décroissance, par contre, qui me chicote un peu, que j'ai pas fait des recherches exhaustives là-dessus, mais que je trouve qu'on n'entend pas parler. Donc, si on a un auditeur qui se connaît un peu, qui a le goût de nous écrire, je l'apprécierais beaucoup. Notre modèle de croissance mondiale... je vais recommencer la phrase. Ce qui a fait que dans les dernières décennies, il y a énormément de pays pauvres qui sont sortis de la pauvreté, qui sont en voie de développement, c'est le modèle capitaliste qu'on a basé sur la croissance. Il y a beaucoup de problèmes avec ce modèle-là, mais ça a quand même certains bénéfices. Entre autres, justement, d'envoyer des usines ici, ailleurs, pour du monde qui sont prêts à avoir... Que oui, ils vont payer moins cher qu'ici, mais que là-bas, au moins, ça donne des jobs et tout ça. Donc, c'est positif et négatif en même temps, mais enfin... Si on adoptait vraiment un modèle de décroissance à l'échelle du gouvernement, à l'échelle du Québec ou du Canada, par exemple, il arrive quoi avec ça? Est-ce qu'on va pas remettre les pays en voie de développement dans le trouble, qui eux autres peuvent pas encore adopter vraiment un modèle de décroissance? Parce que le monde a quand même peut-être des fois un PDG par capita un PIB par capita à 2000$ ou 3000$. Tu peux pas, viens pas dire à ce monde-là, hey, OK, on va arrêter de la croissance, là, c'est assez, nous autres, on n'est pas pire, mais hey, vous autres, peut-être à 2000$, arrangez-vous, tu sais. Puis c'est le gros malaise que j'ai avec l'idée de décroissance. J'ai l'impression que ça s'applique bien dans la vie personnelle de tous les jours, mais comme modèle vraiment répandu, puis sociétal, ça aurait des impacts extrêmement négatifs chez les personnes qui ont déjà plus de misère. Mais c'est pas un problème justement qu'encore qualifié, mais encore utilisé du moins le PIB comme indice de développement. Ah, totalement. Parce que je pense que là est un peu plus le problème, parce qu'on se retrouve avec des pays où est-ce que le PIB est beaucoup plus bas, mais on a d'autres indices, dont un qui est vraiment intéressant, qui est pas fantaisiste, mais disons qui est très jovial, c'est l'indice de bonheur, qui se retrouve dans certains pays assez élevé malgré le fait que leur développement économique est relativement faible. Puis c'est parce que ça fait partie de leur culture, puis dans leur façon de faire, tout ça. C'est juste qu'il y a encore peut-être un manque d'infrastructure, mais qu'au final, sont relativement préservés, du moins en tout cas dans leur qualité de vie relativement à ce qu'ils connaissent. J'ai l'impression que justement, le problème avec le modèle capitaliste, c'est qu'on est tellement dedans qu'on pense que c'est la seule vérité, puis qu'à travers ça, le niveau de richesse et de qualité de vie dépend de l'argent qu'on fait. Mais on prend par exemple les États-Unis, où est-ce qu'il y a tellement une grande inégalité. Oui, le PIB est bon par habitant, mais je veux dire... Ouais, je voulais vraiment pas faire l'apologie du PIB aucunement. Puis je suis d'accord avec toi, mais en même temps, tu sais, rendu là, si t'as pas les infrastructures pour avoir de l'accès à l'eau, pour avoir des installations sanitaires, pour te promener dans le pays avec des moyens de transport convenables, va pas parler à ce monde-là de décroissance. Là. Non, c'est sûr. C'est mon malaise est là, puis je l'ai peut-être mal exprimé justement en prenant le PIB comme proxy, là, mais c'est là le malaise que j'ai avec ça quand même, tu sais. C'est une excellente question, puis en fait, c'est là où est-ce qu'on est rendu, je pense, dans notre réflexion, c'est-à-dire est-ce que l'amélioration de la qualité de vie passe nécessairement par la croissance continue? Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de faire, justement? Puis je trouve que c'est un changement qui s'opère graduellement dans la société. On commence à se poser des questions là-dessus. Puis justement, juste par le changement dans la demande ou la façon de consommer, ça peut mener justement à cette réflexion-là. Puis au changement aussi du côté, comme je disais, de l'offre. Puis je veux dire, de l'émergence de certains métiers, des métiers qui étaient ouvriers, en tout cas, il y a encore... Moi, je trouve qu'il y a une résurgence de ces métiers-là en ce moment, puis c'est une revisitation, alors que ces métiers-là étaient mal vus auparavant, de façon sociale. Tu sais, je veux dire, tu dirais à quelqu'un, un métier manuel, la société voit davantage des métiers de bonne qualité comme des métiers résultant d'une éducation universitaire. C'est rendu la norme dans la société.
c'est qu'en fait, il y a une certaine croyance dans la société qui fait que on pense que la formation universitaire va nous aider à obtenir un emploi de qualité puis à monter les échelons dans sa carrière, en fait. Alors que il y a même cette opposition-là, en fait, entre le travail manuel et le travail intellectuel. Puis il y a comme un changement, je trouve, qui s'opère actuellement. C'est-à-dire que les métiers qui étaient vus comme de moindre importance auparavant ou dégradés, dans le livre, ils appellent ça le low status job. Qu'est-ce que tu penses à des boulangers, justement, tu penses à des cordonniers, bouchers. Maintenant, c'est graduellement considéré comme trendy ou à la mode. Puis dans le fond, l'auteur s'est questionné comment est-ce que ce changement-là s'est opéré dans la société. Il est sociologue, définitivement. Puis je trouve ça vraiment intéressant comme questionnement parce que justement c'est pas sur le radar en ce moment. Tu sais, tout le monde parle de nouvelles technologies alors que finalement c'est une nouvelle réalité dans le marché de l'emploi, justement parce que la nouvelle économie est basée sur les connaissances, est vraiment basée sur la maîtrise d'outils technologiques, sur la créativité, oui. Sauf que comme tout marché, en fait, le marché de l'emploi, c'est que quand tu as une forte compétitivité pour atteindre justement, obtenir un emploi, il y a certaines personnes qui vont se dire qu'il y a une façon plus facile d'obtenir un emploi, une niche, admettons, qui serait inoccupée en ce moment. Puis les jeunes, justement, ont trouvé cette façon-là de réinventer des métiers qui existaient déjà. Ils ont vu l'opportunité dans les travaux manuels qui étaient délaissés. Fait que dans le fond, ils ont changé la perspective de mobilité sociale. Donc, au lieu de monter, ils se sont dit, on va se déplacer horizontalement. Fait qu'ils ont créé une niche dans un secteur qui était comme auparavant regardé de haut. Puis ils ont redéfini ces emplois-là, puis c'est ça que je trouvais fascinant, c'est que c'est une combinaison, c'est plus seulement des compétences, genre une maîtrise de compétences manuelles, techniques, mais ça vient aussi avec un bagage de connaissances puis une expertise, parce qu'on s'entend que les jeunes sont, je veux dire, la plupart des jeunes ont une formation universitaire, donc ça vient comme les chercher, les stimuler intellectuellement, mais tu as aussi la création d'une communauté, avec certaines cultures, des valeurs. C'est aussi une communauté d'apprentissage parce que tu réintroduis le concept d'apprenti. Puis tu as aussi le concept de guilde. L'auteur n'utilise pas nécessairement ce mot-là, mais dans le sens que tu as des examens dans ce genre, comme lui, il prenait l'exemple de bartender du côté de New York, parce qu'il a fait une étude de cas, en fait, de plusieurs métiers, dont bartender, distilleur, boucher et barbier. Puis dans le cas des bartenders, il y a des examens pour progresser dans la profession. Donc, ça devient vraiment une vocation, en fait. Et les personnes, en fait, les jeunes trouvent un sens dans ce travail-là qui rejoint aussi la mentalité un peu des milléniaux d'avoir un sens dans son travail. Donc, tout ça fait que c'est un travail qui est holistique. C'est des travailleurs qui sont indépendants, donc qui sont en charge de leur propre carrière, donc qui en font un peu ce qu'ils veulent. Puis ce qui était auparavant justement marginal, c'est-à-dire les métiers ouvriers, est maintenant redevenu mainstream. Ça attire les jeunes parce que justement c'est stimulant comme emploi, sauf que c'est peut-être un peu une contradiction, c'est que ces métiers-là, c'est peut-être un peu élitiste parce que c'est pas accessible à tous. Mais c'est ce que j'allais dire justement. En plus de pas être accessible nécessairement, ils viennent d'offrir des services à des gens qui se retrouvent quand même dans les classes plus hautes parce que ceux qui sont prêts à se payer le service d'un boulanger, d'un barbier ou d'un bartender qui a une certaine réputation, qui a un certain niveau, ben il y a une dépense qui vient avec ça. Donc, au final, c'est qui se retrouve justement délaissé par cette espèce de changement-là? C'est les classes qui ont un petit peu moins... les classes moins aisées, qui, eux, se fient justement au marché de l'économie. Je parle de l'économie dans le sens qu'on économise, là. Donc, le marché de masse qui permet d'avoir des prix suffisamment faibles pour que les autres puissent... Puis, tu sais, j'ai l'impression aussi, c'est pas... Tu sais, ces métiers-là qui reviennent, c'est généralement pas des métiers particulièrement payants. Fait qu'est-ce qu'on se retrouve à comme renforcer, si on veut, certaines inégalités, qu'ils vont justement offrir des services à la classe qui est plus aisée, mais qu'eux autres vont rester au même niveau, tu sais, qu'il y aura pas, tu sais, les possibilités d'avancement sont pas vraiment là, donc tes possibilités d'avoir un meilleur salaire, à part d'avoir une augmentation parce que le salaire minimum augmente, fait que toi, même si t'es un peu plus haut que ça, tu vas augmenter en conséquence si t'es chanceux puis t'es un bon boss. J'ai peur que ça vienne comme...
c'est renforcer ces inégalités-là, puis dans le fond, ça fasse une nouvelle classe pour servir la classe plus aisée. Domestique. Ben, c'est extrême comme terme, mais tu sais, il y a un esprit un peu, veux pas. Mettons qu'on prend la pente fatale. Là. Ouais, c'est ça. Non, je dirais vraiment pas. Par servir, je voulais dire vraiment offrir un service, pas des domestiques, là, mais c'est. Mais l'auteur a quand même souligné qu'il y a des possibilités d'avancement dans le sens que vu que tu es travailleur indépendant, tu as quand même la possibilité de trouver des opportunités puis tu finis par te faire un nom en tant que travailleur indépendant si tu es vraiment passionné par ce que tu fais, que tu finis par atteindre une certaine expertise, comme en même temps dans le cas des bartenders ou des distilleurs, il y a des marques d'alcool qui viennent les rechercher justement pour faire la promotion par la suite de leur puis de créer des cocktails à leur nom et tout, mais encore une fois ces grandes entreprises-là ont fait leur place dans le modèle capitaliste, ils viennent chercher ces personnes-là. J'avoue qu'il y a toujours cette contradiction-là entre, oui, tu as raison, les travaux qui demeurent à faible revenu, les travaux manuels qui demeurent à faible revenu et justement le système capitaliste qui permet ça, en fait. Oui, est-ce que tu n'as pas encore cette dichotomie-là qui va peut-être continuer à s'accroître? Ouais. Est-ce qu'une dichotomie peut s'accroître? On va dire que oui. OK. Le fossé plus grossé. Merci! C'est une très belle façon de s'élargir. Oui, mais c'est justement ce à quoi j'ai arrivé comme conclusion, c'est la gentrification en fait des métiers manuels par une jeunesse qui est éduquée, qui sert un certain type de clientèle urbaine, qui a les moyens financiers et qui sont prêts à payer pour la qualité. Puis c'est une contradiction qui est inhérente, je trouve, justement à ce nouveau mouvement ou ce nouveau courant dans la société. Puis il y a un certain dilemme aussi qui vient avec justement le fait que quand tu produis un produit de qualité, tu y crois en fait. Je veux dire, les entrepreneurs qui ont ce genre de produit-là, ils veulent qu'il y ait plus de consommateurs qui aient accès. Fait que dans le fond, tu arrives aussi à un point où est-ce que tu te dis est-ce que j'investis davantage pour avoir une plus grande diffusion du produit? Mais quand tu investis davantage, tu augmentes la production, tu rentres dans la mentalité du capitalisme de croissance continue, puis tu perds jusqu'à un certain point l'authenticité du produit. Puis là, on arrive, comme exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais la brasserie du Trou du Diable, justement, qui rejoint la chronique des bières du début de notre émission, mais c'est une excellente microbrasserie à Shawinigan qui a contribué à l'économie régionale, à l'économie locale. À faire éclore, même à aider à faire éclore le côté mainstream des microbrasseries, c'était une des premières grosses... Avec, on pense, mettons, à Brasseur du Monde, là. Oui, effectivement. Dieu du ciel. Dieu du ciel, ouais, mais oui, dans les grosses, effectivement. Ouais. Puis cette entreprise-là a été achetée par Molson Coors, il y a un an ou deux. Un an, peu près. un an. Fait que, tu sais, c'est là qu'on se demande, tu sais, ils ont été, finalement, rapatriés ou remis dans le système capitalisme pour justement augmenter la production. Donc, il va toujours avoir, j'ai cette impression-là, la contradiction inhérente qui va avoir lieu, mais que justement, ces petites entreprises locales-là, au moins, ont le mérite de changer l'industrie, comme on l'a mentionné. Ils ont permis justement l'éclosion de tout le secteur de microbrasserie au Québec. Puis ça change l'industrie, puis ça contribue aussi à l'essor de la communauté. Fait que je trouve qu'il y a quand même comme certains aspects positifs, mais justement, quand est-ce que tu fais la part des choses? Par rapport à ça, justement, je pense que une élimination complète ou un combat comme de front contre un système qui est en place puis qui permet quand même certaines améliorations de la qualité de vie, même au niveau local. Est-ce que justement, c'est peut-être pas de trouver le juste milieu là-dedans? Parce que, tu sais, comme, j'imagine que, on va reprendre l'exemple de Trou du Diable parce que je le trouve intéressant. Ce que ça a permis, en fait, c'est que, puis Archibald de subir en fait le même sort de la part de Labatt, là, Archibald qui était une brasserie à Québec. Ce que les intentions avouées, puis c'est de voir en fait s'il y a bonne foi derrière, c'était de permettre justement une meilleure distribution. Si ça reste à une échelle relativement proche, comme par exemple à l'échelle de la province, puis que justement on peut mettre plus de temps sur parce que le système de distribution est déjà implanté par Labatt. Si on peut mettre un peu plus de temps et de ressources justement sur le produit, d'en diminuer un peu les coûts à travers ça, sans venir altérer le produit, je pense que c'est un gain. Puis justement, cette distribution-là des tâches, où est-ce que ça aurait pu se refléter au sein d'une coopérative ou d'une association de plusieurs microbrasseries qui se mettent ensemble pour leur service de distribution. Ouais. Là, c'est un gros qui est arrivé parce que lui, il avait les moyens d'investir. Est-ce que justement, il peut pas
peut-être faire partie de la solution. Puis c'est vraiment ce qu'on observe comme résultat avec Archibald. Je veux dire, on voit vraiment une différence dans la distribution. Maintenant, c'est une bière qui se trouve absolument partout. Ben oui. Puis, mon Dieu, les prix ont tellement baissé, ça n'a aucun sens. C'est une Puis la bière qui bière est est vraiment restée pareille. chère. Puis c'est ça, le produit n'a pas été altéré. Puis, on en voit aussi de plus en plus des nouvelles sortes d'Archibald. Tu sais, je suppose que tout ça vient aider aussi au développement de nouveaux produits, là. Donc, on voit vraiment des résultats concrets dans ce sens-là avec Archibald. Fait que finalement, ça serait de trouver une balance entre justement essayer de contribuer justement à l'économie régionale, mais en même temps d'avoir justement cette diffusion-là d'un produit qui garde la même qualité. Mais ça doit se faire au cas par cas, tu sais, je veux dire, définitivement. Moi, ma crainte, c'est que ça arrive c'est que ça se fasse à grande échelle. Puis que là, on se retrouve dans une situation un peu comme, on pense à Google ou Facebook qui vont tous acheter leurs compétiteurs ou les petites compagnies qui commencent. Puis que ça fait qu'on se ramasse juste avec des grandes compagnies qui deviennent encore plus grandes. Que oui, l'innovation va continuer, mais encore à l'intérieur de ce carcan-là. Puis c'est comme à quel point, sans qu'on s'en rende compte, ça vient peut-être justement limiter cette innovation-là. Moi, c'est ma crainte par rapport à ça, mais je suis d'accord avec vous pour l'instant. C'est si on regarde Trou du Diable, on regarde Archibald. À date, ça va bien, mais j'ai une crainte. Puis, un peu pour rester justement dans le contexte de la bière, on a vu justement des achats de petites microbrasseries comme ça. On pense à Unibrew, par exemple, qui a été acheté par Sleeman, qui a été ensuite acheté par la suite par Sapporo. Donc, on voit qu'il y a vraiment de la consolidation de marché qui se fait à travers ça. Puis, on a vu, en tout cas, les puristes diront qu'ils ont reconnu une différence au niveau du produit, au niveau de sa qualité. Donc, là, c'est de voir justement, est-ce qu'on finit tout le temps par prendre cette pente-là lorsque, justement, il y a cette espèce d'association-là qui est faite, de rachat. C'est à voir, mais effectivement, à force de voir cette consolidation, je pense que quand même, par exemple, on parle de l'économie comme... On parle de Google, puis des compagnies, en fait, des nouvelles technologies. C'est un secteur qui est vraiment particulier parce qu'il n'y a pas la frontière du matériel. Tu sais, il n'y a pas... Ta distribution est instantanée dans la mesure où est-ce que tu développes un contenu, il est disponible à la terre entière, si tu le veux bien, par Internet. Donc, on n'a pas les mêmes limitations, par exemple, douanières ou de matériel. Puis ça, je pense que c'est un des plus gros problèmes, en fait, c'est que les nouvelles technologies ne sont pas régies par les mêmes lois que le matériel, alors qu'elles devraient l'être pour pas qu'on en subisse ses conséquences. Puis là, on revient au paradoxe du début de l'épisode, justement, entre les nouvelles technologies et justement le courant de fait main. Puis oui, il y a un paradoxe, comme on l'a vu, mais comme on en a discuté aussi, il y a une certaine complémentarité entre les deux, justement, parce que quand on parlait de l'exemple d'Etsy, quand les technologies peuvent être mises justement à la disposition du fait main pour diffuser ou permettre à certains petits entrepreneurs d'avoir accès à une clientèle, c'est vrai que les nouvelles technologies ne sont pas assujetties aux mêmes restrictions, admettons, que les biens matériels, puis c'est justement ça. Le fait main, c'est vraiment, je veux dire, tu verras aucune technologie fait main ou whatever. C'est peut-être ça, finalement, cette dichotomie ou le paradoxe qui existe. Mais en même... Oui. Excuse, je pense qu'il y a quand même une nuance dans la mesure où est-ce que tu peux te retrouver justement à utiliser les technologies pour des moyens un petit peu plus locaux. Puis il y en a un exemple que j'ai en tête. J'ai acheté avec Rosemary une application, en fait, un accès à une application qui s'appelle Passeport en fût. Je vous explique brièvement le concept. C'est, dans le fond, tu payes pour un forfait qui t'est offert sur ton téléphone, sur ton appareil mobile en application. Tu as accès à un certain nombre de bières après avoir payé un certain montant. En fait, je vais être plus précise, c'est 40 $. Puis ça permet d'avoir, comme gratuitement, entre guillemets, là, fourni dans le 40 $, l'accès à 12 pintes de bière dans 12 microbrasseries différentes, parmi un choix de 70 microbrasseries au Québec. Ce que je voulais dire par là, dans le fond, c'est que là, on retrouve vraiment la technologie qui devient un outil promotionnel pour un groupe d'artisans, finalement. Puis, c'est ce genre de truc qui fonctionne bien ici. C'est pas le genre de technologie qui est facilement exportable, peut-être, mais puisque le contexte des microbrasseries est vraiment très présent
au Québec, puis qu'on le retrouve pas nécessairement ailleurs. Ben oui, là, je veux dire, en Californie, ça existe, dans l'Ouest canadien aussi, puis ailleurs aussi, mais essentiellement, vu que c'est vraiment propre pour un marché qui est vraiment typiquement local, je pense qu'il y a quand même possibilité de créer une espèce de technologie à la main, si on veut, là. Donc... Ça facilite l'entrée sur le marché, en fait, pour plusieurs petits producteurs qui n'avaient pas eu les moyens, sinon, de le faire. Fait que non, définitivement, c'est vraiment comme un avantage. Puis justement, c'est ce que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est qu'il y a beaucoup les deux courants se rejoignent aussi sur plusieurs points, dans le sens que les nouvelles technologies et les métiers, ou en fait les métiers ouvriers, ça implique une maîtrise des médiums. Mais encore une fois, maîtrise des médiums technologiques dans le cas des nouvelles technologies, puis la maîtrise des médiums qui sont plus manuels dans le cas des métiers ouvriers, ça demande aussi une certaine expertise dans les deux cas. Puis il y a une place énorme à la créativité parce que justement, les personnes se réapproprient les métiers ouvriers, mais dans le cas de des nouvelles technologies, il faut toujours inventer quelque chose de nouveau, tu es toujours dans la course à l'innovation. Donc je trouvais qu'il y avait comme une belle complémentarité, puis aussi beaucoup de parallèles à faire justement entre ces deux courants-là. Puis ce que je trouvais fascinant, puis pour finir sur une note quand même positive, parce que comme je disais au début de l'épisode, le courant dominant en ce moment, c'est de dire « Oh, attention, je veux dire, il y a des nouvelles technologies qui arrivent, tu as l'automatisation, ça va créer une certaine précarité sur le marché de l'emploi. » Mais on a vu que les jeunes, face à ce genre de réalité-là sur le marché de l'emploi, parce qu'on fait face à des obstacles, ils ont usé de leur créativité pour réinventer des métiers qui existaient déjà. Puis moi, je trouve que c'est une très belle source d'inspiration pour la transition du marché du travail dans la nouvelle économie. Je dis pas que tout est rose, très sincèrement, parce que, je veux dire, durant le podcast, on a vu qu'il y avait des aspects qui étaient définitivement, je veux dire, encore à travailler. Mais on est quand même, je trouve que on est sur une bonne voie de se questionner, puis c'est un peu une façon comme d'aller aussi à l'encontre du discours dominant qui est peut-être prend beaucoup de place. Puis j'ajouterais aussi, je pense, donc oui, les jeunes vont justement ramener des anciens emplois pas disparus, mais moins présents. Mais je pense qu'il y a aussi un autre côté, puis c'est un bon exemple justement avec Passeport en Fût, c'est l'idée de se mettre ensemble. Oui. C'est l'idée vraiment d'économie sociale, puis j'aimerais juste rapidement rajouter un autre exemple de ça. C'est ce qui s'appelle la guide des jeux vidéo indépendants du Québec, quelque chose en même, le nom, je ne sais plus le problème, la guide. Puis l'idée justement, c'est que c'est plein de petites compagnies de jeux vidéo indépendantes de partout au Québec. On parle de plusieurs dizaines de compagnies, c'est 30 ou 40 si je ne me trompe pas, qui se sont mis ensemble là, maintenant 3 ou 4 ans pour splitter les coûts et les expertises par rapport à les frais d'avocat, par exemple, parce qu'il y a des trucs légaux reliés à ça, la comptabilité, des trucs comme ça. Donc, le côté moins ludique, si on veut, du jeu vidéo, pour se mettre ça ensemble, splitter les coûts puis développer une expertise. Puis j'ai l'impression que c'est le genre de mouvement qu'on voit de plus en plus, puis surtout au Québec, avec l'économie sociale qui est particulièrement forte. Surtout que je trouve que ça, c'est vraiment un meilleur exemple de ce que devrait être la nouvelle économie, contrairement à des mouvements comme Uber et Airbnb, qui ne sont pas, à mon avis, de la nouvelle économie, mais plus un nouveau service, comme un service qui emprunte clairement dans le capitalisme, parce que c'est l'individualisation finalement de... Uber, quant à moi, c'est du capitalisme sauvage digne du début du 20e siècle. Là. C'est juste qu'on a mis ça dans une app bien belle, bien jolie, mais c'est le principe de la compétitivité à l'extrême pour pour recevoir de moins en moins d'argent au final. T'sais. Exactement. Airbnb, c'est la même chose, mais ça cause... Ça a des torts vraiment grands. On en a parlé un petit peu là, dans l'épisode sur le tourisme de masse, mais justement, Airbnb a des conséquences quand même assez critiques sur des communautés par justement la facilité de propagation puis le fait que c'est aucunement contrôlé. Mm-hmm. Mais ce que l'économie sociale, en fait, apporte, pour revenir là-dessus, c'est que c'est quand même une autre façon de faire. Tu sais, c'est pas nécessairement la décroissance pure et dure, parce que, comme on disait, la faisabilité de la décroissance pure et dure est-elle vraiment réalisable? Mm-hmm. Mais l'économie sociale, c'est une façon d'atténuer ou de prendre l'économie capitaliste ou de l'atténuer ou de l'avoir d'une nouvelle façon, justement. C'est de pas complètement changer. Quant à moi, c'est de garder quand même le système capitaliste, mais de rappeler au monde que
parce qu'on est des humains, puis on devrait être au Puis on centre vit de en cette communauté, économie-là, c'est puis on une vit en société, communauté, oui. puis il faut pas faire rouler l'économie pour faire rouler l'économie. Il faut faire rouler l'économie pour aider des gens à avoir une meilleure vie, tu sais, pour offrir plus de services publics, pour avoir une mission sociale, puis pas juste faire du profit. Tu sais. C'est ça la beauté, je trouve, d'économie sociale. On a ce système-là qui quand même fonctionne, pas tout le temps bien, pas tout le temps de façon égale, mais il fonctionne. Comment qu'on peut l'améliorer? Puis moi, je pense que ça semble être la solution la plus viable, en tout cas, puis la plus accessible aussi. Parce que ça rejoint aussi ces nouveaux métiers-là, c'est au final, l'économie, ça doit permettre, en fait, un travail doit permettre à une personne de se réaliser et je veux dire, de grandir en tant que personne, d'avoir justement une meilleure qualité de vie. Donc, c'est la centralité de l'économie, c'est pas le profit. Je veux dire, oui, jusqu'à un certain point, genre, ça aide à avoir une croissance, mais encore une fois, c'est croissance capitaliste. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait pas retourner la question, puis on revient justement au PIB du bonheur, l'indice du bonheur. L'indice du bonheur, merci. Fait que c'est de peut-être se recentrer sur ce qui est important, puis l'économie sociale, ça serait vraiment fascinant d'avoir un podcast là-dessus, mais c'est vraiment une très belle voie qui est en train de se développer au Québec. Donc, au final, il y a des millions de possibilités. Puis j'ai l'impression que le discours dominant en ce moment, qui est vraiment axé sur la précarité de l'emploi, sky is the limit, dans le sens que notre créativité peut nous mener à beaucoup de voies économiques. Faut juste prendre le temps de se poser les bonnes questions pour réorienter le système économique actuel, qui fonctionne définitivement pas. Ouais. Mais ouais, ça, je vous invite, si vous voulez justement entendre un petit peu plus parler d'économie sociale, on n'a pas fait une émission là-dessus, mais on avait reçu les créatrices de Défie-toi, notre épisode 18, où on vient qu'à toucher un peu de ça. En fait, c'est une entreprise privée, mais avec une vocation sociale extrêmement claire. Je vous invite à aller l'écouter si ce n'est pas encore fait, mais on aborde un peu le sujet justement à ce niveau-là. Mais je suis d'accord avec toi, Sarah, que je pense qu'on va être dû pour un show complet sur l'économie sociale. Il y a définitivement quelque chose à faire avec ça. L'humain au centre de l'économie. Exactement. Voilà. L'économie au service de l'humain. There you go. Ben, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant, très varié. On s'est promené beaucoup dans cet épisode-là, puis j'aime ça, mais avec un thème central bien défini. Donc, merci encore une fois, Sarah. Ça fait plaisir. Merci. C'était vraiment un plaisir d'être ici avec vous. Parfait. Ben, t'es toujours la bienvenue. On va te réinviter. Fais des sujets chaque semaine. Nous autres, on va être là, on va jaser, tu prépares tout. Moi, je vais revenir juste pour la bière. Parfait. Ben, merci beaucoup, tout le monde. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous invite à aller liker et partager notre page Facebook, notre page Instagram aussi, qu'on essaie d'alimenter à plusieurs reprises par semaine un peu de contenu, les bières qu'on boit, des behind the scenes de comment on enregistre et tout ça. Je vous invite aussi, je vous rappelle que le podcast est disponible sur Podbean, Apple Podcasts, les 5 étoiles, les commentaires, c'est très important. On est maintenant rendu, on voit nos 5 étoiles maintenant sur Apple Podcasts. Il y a assez de gens qui ont mis des étoiles, on les voit maintenant, c'est affiché, on est vraiment dans le référencement, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer, il faut monter, battre les algorithmes, comme on le dit à chaque semaine, très important. Et finalement, on est aussi sur Google Play et YouTube. Donc merci tout le monde et on se revoit à la semaine prochaine.